Et bonsoir, on se retrouve, et ce soir, Patrick il a dit c'est Revco qui fait tout. Vas-y l'intro, hop hop Exactement. hop. Et Bonsoir. voilà. Ah putain, en plus t'es figé, t'es venu avec Firefox, Ah, j'ai pas checké. c'est Yes, vrai. les Eh classiques. ben, je C'est pas reviens. grave, Voilà. je te back up, je fais l'intro. Il fait tout, mais figé. Ils ok, Hop. ok. On espère que vous allez bien, on n'est pas forcé, si on est assez nombreux, c'est arrivé, autant pour moi. On est déjà une petite seizaine, ça ne veut rien dire du tout. Ce soir on fait quoi? On va commencer par un quick recap de ce qu'on avait fait la semaine dernière, parce que vous l'avez compris, c'est la suite du premier stream sur le fuzzing, avec nos amis de Fuzzing Labs, donc Patrick Ventuzello et Raifko, qui revient éventuellement, non, qui va revenir soon. Et quoi? Comment ça va, Patrick? Attends, faut que je me démute à chaque fois maintenant. Donc ça va. Ça va bien. Et oui, comme on a dit, là c'est cool. Ce soir, moi je regarde Nabi faire. Donc c'est Refco qui fait tout et moi qui commente. Donc ça me va très bien. C'est tranquille comme ça Pratique, pour moi. pratique. et good. Tu es revenu. Tu peux Oui. nous... Ouais, allez, c'est good. Et même point de vue son, c'est good. Ok. Parfait. Bon, comment ça va toi, Revco? Eh ben, écoute, ça va, tranquillement. Début de semaine chargé, mais on fait avec. On profite de ce petit moment un peu chill pour faire la même chose que ce qu'on fait pendant la journée. Il y a un peu de ça. Bon, un peu de chill. J'ai entendu dire que tu t'es battu contre des dragons de Java. Ouais, malheureusement. Histoire de pouvoir un peu préparer le stream de ce soir. Et pas galérer en live et perdre 2 heures à essayer de setup des trucs vraiment bidons juste Oh parce mince que alors, pas le bon les devs des JDK. frameworks savent pas développer des trucs faciles à utiliser. Mais bon, Ah, c'est tout de suite un peu plus usine à gaz, beaucoup de setup. classique. Classique. Sa petite pensée à Isis qui a fait pas mal de stream avec nous au début, qui pleurait quand on a réouvert le Java, de la décompilation, de la recompilation, de l'instrumentation, et genre juste y a rien qui marchait au début, on a passé 2 heures. C'était un kiff, mais bon, les classiques, hein, la recherche. À combien vous estimeriez le temps qu'il faut, alors que vous passez, ou qu'il faudrait passer entre préparer le setup de test, de recherche ou de fuzz, et le temps qu'on y passe vraiment? Je la refais. Parce qu'avec le fuzz, peut-être c'est bizarre, mais genre combien de temps tu mets sur préparer ton setup, et combien de temps tu mets à vraiment, bon, faut regarder, faire des choses. Bah, en vrai, la préparation du setup, ça va dépendre de ta target. De toute façon, si ta target t'arrive, tu peux la compiler, etc. La plupart du temps, ça devrait aller. Ça dépend vraiment du langage, en vrai. Tu vois, sur du Java, c'est de la merde. Mais par contre, franchement, le setup de fuzzing sur du Rust, ça va. Sur du Go, ça va. Sur du Python, ça va très bien. Sur du C, C++, c'est chiant. Mais c'est le projet qui va être chiant, c'est pas forcément le setup. Non, en vrai, ça va, c'est raisonnable. C'est vrai, t'as vraiment certains langages, c'est juste infâme. Mais, Ouais. mais le setup, ça va. Après, nous, ce qui nous prend le plus de temps, en vrai, maintenant, on commence à vraiment passer un peu plus de temps à bien identifier la surface d'attaque et même à y passer plusieurs fois, faire des schémas, même sur des trucs où on se dit, bon, vas-y, c'est obvious, c'est ça. Mais on se dit, bon, vas-y, on va quand même faire des schémas et mettre à plat comme il faut. Je mets clairement ça c'est clairement pris en compte dans la partie setup du projet. Ok. La petite comparaison, c'est leur côté web. Tu peux soit setup un outil, une web app et commencer à la péter, soit setup la web app, setup du logging, mettre toutes les erreurs à trous, désactiver les tokens surf et autres, et quand tu lances ton fuzz, bah, tu sais que ça va inonder infiniment plus. Et il faut aussi avoir un petit coup de Xdebug, un petit coup de tracing, un petit coup de machin. Et du coup, bah, je trouve que ça va vite de cramer un bon 30-40% du temps de projet dans juste setup le truc bien pour gagner des heures après. Ouais, alors nous, pas autant, quand même. Ah ouais pas autant. Parce que... Non, en plus, tu peux paralléliser assez facilement ouais. ton travail. Tu commences à écrire des faiseurs rapides sur des fonctions vraiment bidons qui prennent des entrées simples comme on a vu la dernière fois. Pour remettre un peu dans le contexte, du coup des fonctions qui vont prendre des arrays de bits, des strings, des strings, des int, tu vois, tout ce qui est natif au langage et du coup qui peut être généré facilement par le faiseur. Et c'est ensuite que tu continues un peu ton audit de code et essayer de crafter des faiseurs, enfin des harness un peu plus shady, quoi.
Donc tu fais bien du 2 temps où tu fais setup vraiment demi, truc de base. Tu lances, ça commence à trouver 2-3 trucs, toi tu regardes et tu essaies de choper les fonctions qui t'intéressent pour derrière les sortir ou les appeler hors contexte pour optimiser exactement. les parties intéressantes. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que j'ai entendu parseur de file format exotique? Par exemple. Ouais. Les meilleurs. Ça c'est marrant ça. Bah, un, des ça, c'est exemples, toujours, un des exemples que j'aime bien utiliser, c'est les parseurs d'elf. Ouais. Tu prends un parseur d'elf, n'importe quel langage, t'essayes de faire tes harness par-dessus, t'essayes de faire du differential fuzzing du coup, entre un parseur et un autre, voir est-ce que tout est bien interprété. Surtout que celui-là, t'as vraiment des parseurs de référence, non? Ouais. Celui de la RFC, ouais. Exactement. Après, ça c'est pareil. Les autres trucs qui sont marrants, c'est tu vois, pareil, les librairies de parsing d'images. Ça c'est pareil, il y en a une pelletée en fait. Tu vas avoir forcément les trucs de référence, les PNG ou sur de la vidéo FempEg et tout ça. Mais après, t'as des mecs qui ont réimplémenté le truc en pur Rust, il y a des mecs qui ont réimplémenté le truc en pur Go, Python, etc. Et ça c'est vraiment pas mal aussi sur quand tu fais le process de fuzzing sur une target en particulier. Nous, un truc qu'on aime beaucoup faire, c'est que, imaginons ma target c'est libpng, et ben en fait, si je devais faire un audit de libpng, du fuzzing de libpng, ça n'empêche pas que je vais quand même passer, une demi-journée à aller faire du fuzzing de la version pure Rust du parseur de PNG. Ok. Pour me dire, au cas où je chope des 0D, c'est cool sur ce truc-là, mais surtout, ça va me générer un corpus spécifique au Rust. Et ce corpus-là, je vais pouvoir le reprendre et le mettre dans ma target. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tu fais du fuzzing. cross-language ou cross-parser pour augmenter le coverage. Ouais, pas mal. Parce qu'en fait, le truc, c'est que d'un point de vue dev, c'est simple. Tu as une RFC, tu peux être sûr que tu files ça à 5 développeurs de 5 langages différents, ils vont faire des trucs. Voilà. Donc, forcément. Hyper intéressant d'aller faire des cross implem à droite à gauche, de prendre tous les corporats, de tout foutre dans ta target. De toute façon, tu vas avoir ta phase de dry run, donc tu vas prendre tous tes inputs, tu vas les faire tous passer dans ton binaire. Le fuzzer, il va déterminer en fonction du coverage si c'est intéressant ou pas, il va acheter ce qu'il n'a pas besoin, et hop, c'est parti. Et ça, franchement, c'est un gain de temps de malade, parce que souvent, quand tu regardes les autres gens qui font du fuzzing, etc., ou même les talks qu'il y a eu ces dernières années, tu as l'impression que tout le temps, le problème, c'est il faut l'exexpeed. Mais en fait, la vérité, c'est que si tu balances 100 corpus et que tu as un truc avec un exexpeed pas extraordinaire, oui, tu es dans la merde. Mais par contre, si tu balances un corpus de malade mental que tu as été chopé à droite à gauche, tu as passé une demi-journée à te faire chier à avoir du bon corpus. Tu as codé un crafter de corpus. Tu vois, c'est ça. Tu as déjà du corpus qui dépote. Genre, moi, je pense notamment, tu vois, tu as genre des fichiers polyglottes, tu as des trucs genre chez Angèle Bartini, genre Corkami. Tu vas avoir des fichiers minimisés, je ne sais combien de corpus à droite à gauche et tout ça. Tu prends tout ça, tu le fous dans ta target, genre minute 0 de fuzzing, voilà, t'es déjà bien. Au bout de 10 minutes, t'as déjà 60-80% de coverage. Là, t'es plutôt pas mal. Une fois que t'as fini le run, à la limite, tu stops, tu stops, t'évalues le coverage. Comme ça, sur le côté, tu regardes le coverage, t'analyses un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, et tu relances le fuzzer de l'autre côté, et t'alternes comme ça entre les deux. Et en lisant le coverage et en regardant quelle partie du code n'a pas été atteinte, bah tu te dis, ah ouais, tiens... telle feature is left behind. Ouais, tu vois, le PDF, genre du XFA sur un PDF, tiens, j'ai 0 input en fait qui a ça là-dedans. Comment est-ce qu'on en craft? Comment est-ce qu'on reach cet endroit-là là? Tiens, il y a toute une fonction qui n'est pas implème, comment est-ce qu'on fait pour avoir le bon keyword? Donc en fait, la vérité, c'est que c'est bien de faire tourner des fuzzers la nuit, etc. Mais si tu prends pas... faut faire un minimum de travail, hein, c'est comme partout. Hein. Donc, je sais pas, tu fais les choses un minimum sérieux, quoi. Donc, tu veux taper un format de fichier, bah, tu fais au moins en sorte d'aller en récupérer quelques-uns, quoi. Cette tirade me régale, vraiment. C'est petit conseil, et si vous faites pas ça, vas-y, ça saoule. Bah non, mais tu vois, après, c'est tout le temps le truc. Après, les mecs, ils disent, ouais, j'ai fait du fuzzing, j'ai utilisé AFL sur tel target. Déjà, tu te dis, putain, tu utilises un fuzzer qui date de 2014, mec, je sais pas, respecte-toi, fais quelque chose. Il faut bien commencer quelque part. Pourquoi tu m'aimes? D'accord. Mais t'as pas vu mes DM, quoi. T'as pas vu mes DM de mecs qui me demandent comment je fais pour trouver une ODay sur tel ou tel truc et
n'ont même pas regardé mes vidéos jusqu'au bout sur la chaîne YouTube ou XY. Oui, non, mais t'as pas eu mes DM non plus. Hein. Ouais, je me doute. Faut pas faire d'accent. Ouais, aidez-moi, j'ai besoin d'aide pour hacker quelqu'un, vite, pour l'argent en fait. Non, excusez-moi, je voulais dire pour justice, oui. Vraiment, il y a des gens, des fois, les messages, c'est... T'as pas des DM aussi pour des hints sur des flags, enfin sur des CTF ou Outme ou quoi? Non, Ah ça ouais va. Alors, étonnant. pour se débloquer, oui, mais ça, c'est plus de l'ordre de l'entraide, c'est pour pouvoir kiffer, lancer sur les plateformes sans trop bloquer. Pour vraiment juste la solus ou du hinting sans vraiment essayer de comprendre, non, ça va. Ah ouais? Sur Rootme directement, t'en as peut-être 2 par mois, mais c'est rien par Ouais. rapport au reste. Ok. J'aurais pensé plus. Eh ben, bah non, écoute, ça va, ça reste sage. C'est parce qu'on a le meilleur public, ça. Le meilleur. Est-ce que ça vous va qu'on passe au petit récap? Yes, on peut faire un récap. Je vous change de scène et mon écran est casté actuellement. Donc, on avait dit, on est sur la suite. On avait à la dernière fois parlé de C++, Python, Rust, Python, Golang. Attends, on avait fait juste C++ et Python. Et en fait, Rust, on voulait le faire après et Golang... Non, Rust, on avait fait un petit peu via Cargo Rust. Je sais plus, les gars, faut m'aider. Non, Rust, on n'avait pas du tout fait. Non, Rust, on n'avait pas. Ok. Ouais, Rust, on n'avait pas fait. On avait commencé à regarder le CrackMe Golang. Donc, on avait fait C++ pour montrer un peu les basiques en mode fuzzing harness sur un truc qui prend LLVM test one input, sur un truc assez simple, genre retrouver une string genre fuzzing labs. Donc voilà, Python on avait fait. Donc on avait fait principalement whitebox, on n'avait pas fait l'instrumentation blackbox pour cela, on avait juste dit pour compile avec AFL++, et voilà. Ouais, on avait fait pure whitebox. Après en Python, pareil, on avait refait le petit truc Fuzzing Labs avec Atheris. Donc ça c'était cool. On avait commencé à pivoter sur la partie... Ouais, on avait fait du fuzzing de IDNR pour montrer un peu comment on pouvait faire, récupérer des bytes, passer un string et faire du fuzzing de IDNR et voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et après, on était passé sur du Golang avec un CrackMe que tu avais fait, mais un CrackMe qui utilise une regex. Donc l'ennui, c'est que niveau coverage, ça fout un peu le bazar. Donc, mais ça Nabi, il va remontrer un peu plus. Avant qu'on passe au reste. Et après, on a voulu faire du Rust, mais on était trop short niveau timing. Ouais. Donc, on va en faire aujourd'hui, quoi. Donc voilà, on avait fait une grosse intro à comment on le fait, comment on prépare le fuzzing, quels sont les outils, comment est-ce qu'on prépare un corpus, comment est-ce qu'on essaye d'échanger entre différentes versions, entre différents même hosts, des fois des fichiers. Et on avait terminé sur Python et Golang. On repart à Golang directement, ou vous voulez redonner quelques pro tips ou vraiment pour vous les trucs les plus... Non, j'allais dire les trucs les plus spécifiques auxquels il faut faire attention quand on fuzz, mais de toute façon ça va être commun à tous les langages. De toute façon on a dit corpus et execSpeed et voilà. Bon, allons-y. Ça, en ce cas... Ça viendra pendant qu'on exécute. Allez, feu. En ce cas, tu peux me partager ton écran. Et je vais nous changer de scène. Je setup rapidement ce qu'il me faut. Ah oui, quand même, je voulais aussi faire la partie plan. Une fois qu'on aura fait la partie Golang, Rust, on enchaîne sur Rusy pour faire du Ruby et Jazzer de mémoire pour faire du Java. Et ensuite, on va juste couvrir quelques reproductions de Nday, si on a le temps, ou en tout cas, au moins parcourir les articles qui sont chouettes à découvrir. Et voilà, on devrait être pas trop mal. Je pense qu'il sera déjà un bon 23h-ish. Est-ce que ton screen share fonctionne? J'ai pas encore share, ça arrive. J'ai une question pour toi. Ouais. À quel point toi t'envoies de l'audit de Ruby on Rails, etc. quand t'as fait des pentests? Est-ce que c'est un truc que tu voyais beaucoup ou pas? Non, c'est un truc que j'ai pas vu beaucoup de fois. J'ai dû le voir une fois sur un Rails classique, une fois sur un bout de code custom sur du GitLab. Où est-ce que j'ai vu ça ailleurs? Un client, mais c'était beaucoup de custom. Non, c'était du Rails, mais avec beaucoup de custom. Ouais, si, quelques fois. Mais globalement, ça, tu retrouves un peu les pitfalls classiques des autres langages. Il y a des trucs qui sont assez cool. C'est quand même un langage vraiment modulaire. Et là où tu as le PHP declare function, en Ruby, tu vas avoir du constantify, tu vas avoir du functionify, symbolize. Genre, tu prends un mot-clé, tu dis ce mot-clé,
on va l'appeler sur une classe. Et d'un coup, paf, vu que tu as la classe normale, mais aussi les classes mères, si tu arrives à contrôler ça, c'est comme de l'arbitrary method invocation. Genre, tu as vraiment un méandre de mix entre la donnée et le code, et vraiment la logique. Donc ça, c'est assez généreux, souvent. Ok. Mais après, bon, faut lire. Pour le coup, là, Nabi, il a... Nous, Ruzy, on l'a vu passer, c'est les mecs de Trailbit qui l'ont codé là et qui l'ont réalisé il n'y a pas longtemps. On l'a à peine testé. Et ouais, nous, pour le coup, tu vois, du Ruby on Rails, on en a jamais trop eu, tu vois, même alors, en blockchain, etc. La majorité des mecs n'utilisent pas ça, même sur du web, etc. Les mecs, ils sont pas sur ça. Et après, alors, tu vois, du parsing de fichiers ou autre, ou sur des libs en Ruby, pareil, presque jamais vu, quoi. Non, mais je pense que c'est une techno qui est encore vivante. Il y a quand même encore pas mal de demandes, en tout cas d'offres que je vois passer des fois. Mais c'est vraiment des boîtes spécifiques ou c'est du SaaS quand ils font leur truc, leur tambouille en interne. C'est vrai que j'en vois pas tant que ça. C'est pas en France, on n'a pas Doctolib qui a du Ruby on Rails, je crois, de mémoire. Je saurais pas dire. Ah, il y a peut-être moyen. Je crois que ouais, si. il me semble que Doctolib, ils utilisent ça, parce que je connaissais un mec qui, je crois, bossait là-bas en dev Ruby on Rails, et je crois que même ils avaient contribué à des outils de sécurité, genre scanner de vulnérabilité Ruby on Rails, etc. Ok. Et ouais, pas tant de gens que ça. Parce que ouais, pour le coup, je crois, en plus, Doctolib était plutôt... Putain, c'est qui déjà qui était là-bas? McDostone qui confirme, ouais, Doctolib, Monolith Rails. Ouais, Monolith Rails, ouais. Et ouais, je crois qu'en plus, niveau Team Sécu, ils ont une bonne Team Sécu de mémoire Doctolib. En gros, SaaS français, c'était assez pas mal. Ouais, quand t'as un budget de licorne, tu peux trouver des gens qui ont du steak. Ça aide. Après, tu vois, je sais pas si ça aide tant que ça. Ah, après, toi, tu vas peux. dire, ah, Mano, attends, vous étiez licorne? Ouais. Ouais. C'est licorne. Donc là, tu vois, je sais pas, est-ce que c'est vraiment... Quand t'es vraiment une licorne, est-ce que t'as vraiment les mecs qui prennent quand même la sécu au sérieux et qui investissent sur une team sécu, ou ils prennent plus genre la sécu au sérieux et ils payent je ne sais combien de prestats à tous les trucs passifs Non, globalement c'est internalisé parce que tu as besoin de montrer que tu gères les trucs en interne, montrer une preuve aussi de confiance pour les actionnaires, tu as quand même des enjeux derrière. C'est pas... Il y a aussi un côté montrer qu'on est dans l'attaque, montrer que ça fait partie du business porteur, un peu lier les deux images, et aussi faire de l'attaque. Non, ça faisait sens. McDostone, pas du tout McDostone. Si, non, attends. Monolithic, voilà. Gravis qui m'a régalé en disant le seul truc qui existe à mes yeux en Ruby, c'est OneGadget. Les pawners savent, clairement. Chaque fois qu'il ressort. Et ouais. Non, je pense qu'il y a 2-3 autres trucs. Si, il y avait LolCat. LolCat qui est en Ruby, de mémoire. Attends, est-ce que je dis des bêtises? GitHub, LolCat. Pour faire des cats avec des super trucs multicolores. Ouais, Ruby, c'est ça. Okay. Incroyable. Installer LolCat, ça m'étonne pas. Il y a de fortes chances que la seule utilisation de faire du fuzzing de Ruby que je vais en faire, c'est juste parce que j'ai besoin de générer du corpora sur une nouvelle target, quoi. Donc, genre un parseur de Ruby. Un parseur de Ruby, ou je sais pas, il y a pas un Ruby PNG ou un truc comme ça. Ah ouais, apparemment GitHub c'est du Rails aussi. Ouais. Ah ouais. Ok. GitLab aussi, les gars. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait eu le leak du code source à un moment. De GitHub, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Non, regarde pas. C'était Twitch qui avait leak. Twitch. Ah, les deux. GitHub, je crois les deux. Aussi. Hein. Peut-être les deux, ouais. Okay. Raivko, est-ce que j'envoie ton écran? Oui. Est-ce que c'est bon pour toi? Depuis un petit moment, mais oui, mais en cours. Je redemanderai toujours avant de tester. Le code source de GitHub est accessible, mais c'est pas un leak. Ok. Ah ouais? Ok. Et après, il faut s'amuser à vouloir déployer un GitHub, quoi. Ouais, tu peux tester les trucs en supposé en statique et tester derrière en prod. Alors, je vais voir de mon côté ce que ça donne niveau taille. Je pense que c'est bon. Ça m'a l'air visible. Ouais, c'est ok. C'est ok. Un cran de plus serait pas du luxe si jamais ça passe. Ouais, non, là c'est... Ouais.
Tu préfères que je rajoute? Ouais, je pense. Bon, c'est pas si grave que ça. Il y a quand même 30% des gens qui sont sur tablette et téléphone, genre en train de chier dans le lit comme ça. Yes, super, tu fais zing ce soir. Ouais. Ou aux toilettes. Au choix. Ça compte. En train de Bon, faire alors, du jogging. Comme vous pouvez le voir sur mon historique, j'ai essayé de faire des choses dessus. Récapitulatif. Bah super, t'as utilisé une regex, du coup c'est un peu chiant. Ça revient à faire du brute force, mais c'est pas grave, du coup on va réexpliquer step by step et on va aussi utiliser quelques petits flags de Hongfuzz, tant qu'à faire, autant en profiter. Il n'y a pas des faiseurs qui sont regex aware qui vont voir le pattern qui est passé à la machine à état et où il faut vraiment se débrouiller pour juste instrumenter après cette partie-là et basta. Non, ce que tu peux faire, c'est tu peux essayer d'utiliser la data qui t'est envoyée par le faiseur pour essayer de reconstruire un peu le schéma de ta regex. Ok. Vu que théoriquement, si tu reverse un peu correctement, tu peux la retrouver. Ok. Après, Est-ce que tu peux ouvrir le lien que j'ai envoyé dans le chat dans ton browser? C'est un outil qui s'appelle Xeger. Alors tu l'as envoyé sur... Je l'ai envoyé sur le chat Twitch, comme ça maintenant j'ai tous les messieurs, j'ai tous les gens. Enfin un outil qui va download les logs du chat, histoire de pouvoir extraire tous les liens et d'indiquer les times. Donc bientôt on aura une vraie banque. Est-ce que tu peux le caster ou le mettre sur ta fenêtre, sur ton écran actif? D'essayer d'en parler ensemble. Hop. Parce que c'est pas du faiseur, mais c'est un tool qui vous donne un regex et il va générer des patterns valides qui passent sur regex. C'est pour justement générer du corpus et faire un gain de temps énorme. Souvent juste prendre ces... Encore une fois. Alors hop, cher. C'est is chaotique. Toujours est-il, ça permet de générer des strings qui vont passer un regex et derrière du coup faire du raw corpus et pouvoir automatiser des tests. Si vous pouvez prendre la plupart des regex, des pages de sécurité, des logiciels que vous utilisez, essayez de générer du corpus et vous rendre compte qu'il y a encore plein de trucs qui n'ont pas été patch. Ok. C'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est sympa ce truc. J'ai fait des bypass très, très chouettes avec ça. 6 ans, 9 ans, ok. Tu t'en fous ans, si, j'avais juste... Ah, dernière année. T'as 2 petits bouts de code à changer, parce qu'il y a eu un breaking change en Python, je sais plus quoi. Ok. Mais en vrai, c'est vraiment... je sais plus, peut-être un B que tu rajoutes quelque part et ça remarche. Il y a d'autres livres qui le font, mais ça avait l'air genre trop... Comment dire? Il y a des types de regex que ça supposait pas. Genre en gros, quand tu avais des matching groups récursifs, ça voulait plus. Celui-là, il marche, il dit bonjour, voilà un pattern, cadeau. Je zoome un peu pour le stream. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah... Franchement, pas grand-chose. Ah oui, ok, c'est... Il réimplémente... Ouais, non, franchement, ça tient en 50 lignes. Bah, en fait, c'est exactement ce que j'aurais proposé pour essayer de générer. Bah, en vrai, ça peut être intéressant de le refaire en Go, du coup. Mais bon, on va pas s'attarder sur ça ce soir. Ce serait clairement sympa. Ouais, ou de faire des effets cool. failles dessus. Ça peut être intéressant aussi. En vrai, si tu voulais rajouter cette capacité... Bon, c'est très très spécifique quand même. Mais tu pourrais avoir ton faiseur qui fait une analyse du binaire, et si jamais il détecte une string qui ressemble à une regex, à ce moment-là, il le fait passer là-dedans, et tu pourrais générer des trucs en automatique. Franchement, ça se fait. Pour la regex statique, pour les trucs pas trop packés, oui, mais dès que t'as une couche de packing ou autre, ça va être... Ouais, mais au dernier... Enfin... Ouais, non, encore vois, que... Nous, la plupart du temps, t'es en white box, tu vois. Là, tout ce qu'on fait, c'est en white box. Après, en black box, en black box, c'est clairement différent. Mais bon, dans ce cas-là, t'as la méthode générique et tu fais l'exec congolique et voilà. Mais juste voir à quel point c'est chiant à plein. Mais ça, en vrai, non, c'est pas mal. C'est minimaliste et vraiment, ça m'a déjà valu des petites RCE. Ça marche bien, quoi. Comment ça s'appelle déjà? J'ai que ton demi-écran. Ouais, parce que j'essaye de regarder s'il n'y a pas une version en Go. Regex Generator, Go. Constructeur. Regex Generator. Quel est le plan? Il y a l'air d'y avoir des alternatives en JS. En Go, pas trop. Est-ce que... Ok, bon. Non, ouais.
On reprend ce sur quoi on était. Je vais couper et du coup remettre Autrement, mon pour VS Code. répondre à la on question a ton de VS Code, Gravis, là. Non, ça c'est Ah non, GitHub excuse-moi, c'est Dev. le VS Code. Pardon. Vas-y, tu peux. Mais sinon, tu peux Euh, partager un écran, au moins ça fonctionnera. C'est vrai. à ton avis, Screen. Ouais, dis-moi. donc pour répondre à la question de Gravis, sur la complexité de la machine à état, il faut répéter la symbolique exec. Alors, oui et non. Si tu es en pure symbolique, oui, elle explose, mais en congolique, non, parce que tu partirais d'une trace valable. Et donc, normalement, ça devrait bien se passer, à peu près. En tout cas, il galérera un petit peu, mais au bout d'un moment, il en trouvera une qui matchera et après, il fera de la mutation dessus. Donc, ça devrait bien se passer. Il y a un parallèle, je sais pas du tout à quel point c'est vrai dans l'implème, mais que j'aime bien imaginer, c'est genre que le concolique, c'est un peu comme d'un développement limité du symbolique. Genre, tu vas juste faire une exécution à un point et faire partir plein de petits trucs qui vont tester juste autour en local. Ouais. Et puis ensuite, tu vas avancer un peu sur tes 3-4 points qui ont été validés et refaire ça, plutôt que de faire tout. Mais bon, après, entre l'implème et la vue de l'esprit. Ouais, non, mais en vrai, c'est complètement ça. C'est pour les gens qui font du reverse, de toute façon, ça se comprend plutôt facilement. Tu vois, t'as ton arbre avec tes basic blocks, tes edge et tout ça. Et au final, t'imagines que ton coverage, t'atteins sinon dans le local, certain quoi. endroit, voilà, tu atteins une branche de l'arbre, comme tu as dit, et tu vas aller explorer une autre branche. Donc, tu essaies de remonter un nœud et de voir c'est quoi mes contraintes pour passer ce nœud-là. Et il y a de fortes chances que ces contraintes-là, ce soit la valeur d'un registre, etc. etc. Donc, après, voilà, c'est toujours pareil. Entre la théorie et la pratique, il y a un gap. Hein. C'est bien pour ça que, par exemple, Jonathan Salwan a passé autant d'années à coder Triton. Donc, c'est pareil quand je parle de Hunger, pareil, les mecs, ils sont plusieurs, etc. Donc, bah, Hunger, c'est une équipe. Enfin, dans les deux cas, c'est une équipe, de toute façon. Ouais, bah ouais. Toujours. Allez, j'ai recasté ton écran. Yes, ça marche. Alors, on en était où la dernière fois? On en était au fait que... oui, on avait trouvé un petit bug en essayant de faire assez rapidement la fonction validate flag, qui était qu'en fait, ici, on essayait d'accéder à l'index de 0 à 14 dans la variable content, sauf que, en fait, des fois... il pouvait arriver que la variable content n'allait pas jusqu'à l'index 14, donc le 15e caractère, ce qui fait que j'ai essayé de repatcher de mon côté, donc en rajoutant que si la longueur elle est inférieure à 15, on arrête tout. Et c'est sympa ces invités. Tu dis bonjour, viens, faisais mon programme et il fixe même ton code. Et j'ai rajouté un panique à la fin pour pouvoir détecter qu'en fait, effectivement, on a réussi à paniquer. J'ai changé 2-3 petits trucs aussi de ce côté-là. J'ai fait en sorte que ça lise un fichier pour que ce soit un peu plus rapide quand je fais avec mon fuzz. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ce qu'on a fait la dernière fois. J'ai fait un petit harness assez rapide. Donc, en utilisant le framework de Go. Le framework classique de Go. Je pense que je peux envoyer le lien rapidement. Go Fuzzing Framework. Hop. Je le remets sur le chat, comme ça au moins les gens ils peuvent avoir un peu plus de contexte. Qui est du coup invoqué par la partie test. Exactement. Donc c'est natif à Go maintenant. Et comme on a dit la dernière fois, c'est pas forcément le meilleur des fuzzers. C'est vraiment là principalement pour faire un peu de test unitaire en faisant du fuzzing, quoi. Et ça, on peut le voir assez facilement quand on va le lancer. Mais c'est basé sur LibFuzzer, encore une fois. LibFuzzer qui carry tous les petits fuzzers. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rajouter un peu des entrées comme corpus du coup dans notre harness. Donc c'est une fonction
qui prend un testing F à l'intérieur, donc qui représente le truc de fuzzing en Go. Et en fait, ça va wrapper autour d'une fonction fuzz qui, elle, du coup, va être appelée en boucle par la suite. Donc j'ai essayé de rajouter le format qu'on a, donc flag et quelque chose à l'intérieur. Alors, si on fait un go test, du coup -fuzz avec le nom de la fonction fuzz validate flag, on peut le lancer. Et j'explique à côté aussi d'autres petits trucs. Un des points importants qu'il faut noter, c'est qu'il faut que ce soit dans un fichier test.go. Vu que ça fait partie du Go test, il va falloir forcément que ce soit dans un fichier de test, sinon il ne le retrouvera pas. Et voilà. Là pour l'instant j'avais réussi à générer du coup 49 inputs. Je pense que ça va peut-être tourner un peu encore et retrouver un nouvel input intéressant. Mais le souci principal, c'est que une fois qu'il arrive là, et ben en fait ça revient à faire du brute force jusqu'à trouver la regex qui correspond. Parce que lui, il va galérer, on va dire, à utiliser le coverage que ça va lui fournir pour justement réutiliser les inputs qui lui semblent intéressants. Et du coup, comment est-ce qu'on contourne ce genre de problème? Est-ce qu'on essaye de nous voir le format et du coup lui donner directement la bonne taille et voir s'il se dépatouille avec ça? Ou est-ce que, a priori, le fait qu'il y ait... Si on en donne un qui passe cette step dans le corpus, juste un qui a la bonne taille, normalement, est-ce que c'est pas déjà le cas avec celui qu'on lui a passé? Et bah, c'est ce que je me suis dit à un moment. Et du coup, le format, c'est ça. Donc, ça fait 17 caractères. Non, 15 caractères, si je dis pas de bêtises. C'est vrai qu'il n'y avait pas le check de len. 17, ok. Bah, du coup, on peut juste faire un cyclic de 17 et utiliser ce qu'il va nous donner. Là où le fuzz rejoint le pawn. Les patterns, les jolis patterns. Hop. On peut relancer pour voir ce que ça va donner, peut-être. Ah, déjà, il en a trouvé un en plus. Et du coup, survient, il est où ton check de size? Je verrais bien... Mon check de size, il est bien après. Parce qu'en fait, s'il n'y a rien dans le matching, il arrive là et ensuite plus rien. Ouais, mais là, justement, je pense qu'on était bloqué à 49, qu'il ne gérait pas la size, peut-être. Et une fois qu'il a réussi à dépasser, je pense qu'il est... le bloc d'après. Ouais. Ok, comment est-ce qu'on fait, sans se baser sur l'instinct, pour savoir trouver, supposer, là où ça se bloque? Pourquoi tu clignotes, chef? C'était... Ah, bonne question. C'est le fuzzing. Il se trouve des bugs hardware. Il y a peut-être moyen que mon CPU soit un peu en PLS. Ouais, je pense. Est-ce que tu veux que je désactive ma cam en attendant? C'est pas bien grave. Je sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est pas bien gênant. C'est pas bien gênant. De toute façon, là, est-ce qu'on pense que ça trouve autre chose et on attend encore un petit peu, ou est-ce qu'on se dit, ok, call it a day, il faudrait faire une autre approche? Je pense qu'il faut essayer une autre approche parce que là, clairement, ça va pas être vraiment possible. Je pense que ça revient vraiment à du brute force. Donc, on va vraiment attendre un moment, quoi. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on ferait pour récupérer en tout cas des traces de coverage et les afficher pour voir ce qui a été couvert ou non? Alors, ce qu'on peut faire, c'est réutiliser du coup le corpora qui a été généré pour tout ça. Enfin, les 50 inputs que lui, il a considéré comme étant intéressants. On peut les réexécuter. Faut voir parce que... Alors, faut savoir qu'on peut... Je peux switcher de fenêtre et aller sur un navigateur? Ouais, bien sûr. Ok. Pour le coup, de toute façon, tu peux générer le coverage
pour du Go. Attends, tu me demandais si tu pouvais y aller genre en montrant ce que tu fais ou Ouais, en montrant ce que je fais. Ok. Non, y a pas de souci, t'inquiète pas. Du coup, On peut l'utiliser, on peut montrer juste. Petite c'est frayeur. plus simple. Non, t'inquiète pas. En fait, on peut générer un rendu HTML, JSON, peu importe, de l'exécution d'un binaire pour voir dans quel Basic Blocks, etc. il rentre, en utilisant des tools du style Kakov, par exemple. Ouais, et il y a aussi depuis la Go 1.20. Ah, attends, je retrouve le lien en même temps. Ils ont mis les petits utilitaires dedans qui vont bien. Ouais, c'est ça. Il y a un cover profile, GoTest machin, cover profile, etc. Et il génère un rapport. Le chat. Allez, hop, Est-ce que tu cadeau peux dans le zoomer chat. un petit peu? Hop. Donc, Thanks. Encore. Et donc ça, l'avantage, c'est que directement dans Go, tu peux lui dire de générer le... Alors, je t'avoue qu'on l'a pas trop utilisé, celui-là. Je l'ai vu passer et je me suis dit que la prochaine fois... Et du coup, il te sort un petit rapport HTML, il te sort un truc facile à parser. Ouais, mais je sais pas trop à quel point il replay le corpora de fuzzing. Si jamais il le fait pas nativement, ce qui est possible, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que tu crées un wrapper où tu vas toi-même aller lire... les ajouter. Lire ton dossier où il y a tous tes inputs et tous te les taper, te les process un par un. Donc tu as juste une boucle while qui va tourner et process l'intégralité des fichiers dans ta target de fuzzing, et après là ça va te générer le coverage pour ce truc là. C'est la méthode un peu dirty, en tout cas celle-là elle marche dans tous les cas, puisque l'ennui de ce genre de truc, de la même manière que en gros GoFuzz là, c'est pas, tu vois, j'ai revu le truc vite fait, mais j'ai pas trop l'impression qu'à aucun moment il parle de fuzzing, tu vois, non, il parle pas de fuzzing dans le blog post. Donc avec du bol, ça marche avec le fait que c'est du testing de manière générale, mais à voir, faut tester. Ok. Revco, pas de soucis, juste réattribuer les cams. On te retrouve dans 10 minutes du coup? Non, le message que j'ai envoyé sur Discord? Ouais. Non, c'est pas encore maintenant. Ok, bah tu me diras, pas de soucis. Ouais, pas de soucis. Un petit AFK. Ouais. Ça durera moins de 10 secondes. Pas de soucis. Du coup, on parlait de générer du coup un affichage lisable par un être humain du coverage d'un binaire. Alors, il faut savoir que en C, ça marche très bien. En Python, c'est vraiment moyen. En Go, j'ai pas souvenir de l'avoir utilisé parce que j'en ai pas forcément eu besoin. Donc, je sais pas. Mais en Python, je sais que ça marche des fois pas du tout et qui va littéralement te teinter des bouts de code qui sont jamais appelés. Ok. Tu vas lui dire, bah tiens, j'ai fait cette fonction, tu relances le tout, et il va aller te teinter une toute autre fonction, et celle que toi t'as exécutée, et t'es sûr de l'avoir exécutée parce que... Ouais, t'as le bon print qui va bien. Ou... Ouais, exactement. Et bah il va te dire, bah non, en fait, t'es jamais rentré dedans. Magie. Donc bon. Donc c'est un moyen. Le souci, c'est que... imagine, ça bloque là. Ouais. En fait, on en est toujours au même point, c'est que en fait, on a on va, que ce soit sur du code en white box ou du black box non optimisé ni rien du tout. Du coup, tu vois littéralement les bonnes instructions au bon endroit, les bonnes strings au bon endroit. En fait, tu vas toujours avoir une regex qui va pop devant toi, qui te fait un peu barrière. Donc l'utilisation du tool que tu nous avais montré en début de stream, donc Xeger là, enfin Xeger, regex à l'envers. Ah ouais, effectivement. J'avais mis un certain temps à réaliser aussi. Bah du coup oui, ça peut être une solution.
de pouvoir effectivement générer une entrée. Mais après, on a déjà généré des entrées valides. T'en as fait un qui était valide? Là? Ouais, dans le f.add. Ouais. Donc on pourrait en faire générer plein pour voir et se faire une idée du pattern. Et moi, là, ce que je me demande quand même, c'est pourquoi est-ce que, vu que là, Moi, j'ai une proposition. Oui. Est-ce qu'on ferait pas un petit script Python? Ce script-là nous génère les f.add en utilisant Xeger pour nous générer justement en fonction du pattern, et on les rajoute ici et on voit ce que ça donne. On pourrait, mais honnêtement, je suis à peu près persuadé que c'est pas à cet endroit-là que ça bloque, justement. Parce que là, on a déjà, ligne 9, un endroit où on ajoute un pattern qui est censé passer, enfin, une chaîne de caractères qui est censée passer ce pattern. Donc si on prend celle-là en base, on a déjà découvert les building blocks qui sont après. Donc je pense vraiment qu'on s'emmerde pour une autre raison, je sais pas trop, ou plus loin. Moi, ce que je pense qu'il fait... En fait, après, il va juste vérifier les caractères. Ouais, ça, on l'aurait vu... Non, moi je pense que en fait, le tool est pas fait pour faire du fuzzing comme on l'imagine tous. Oui, c'est vrai que c'est... Et du coup, ça fait que sur sa mutation, il va enlever des caractères. En fait, il va en rajouter aussi. Il va aller modifier A par autre chose. Il va modifier la collade par autre chose. Et en fait, ça fait que, oui, on lui a donné une entrée valide. Mais quand il va faire sa mutation dessus, il va la faire un peu n'importe comment. Et il va se retrouver à perdre en fait l'input de base, quoi. Bon, bah niqué avec ce faiseur. Hein. De quoi, pardon? Du coup, on est niqué avec ce faiseur. Ouais. Et est-ce qu'on en teste un autre, ou est-ce qu'on se dit juste qu'on ferait pas, c'est pas un cas où ça s'applique bien? Justement, ce que moi j'ai essayé de faire après, c'est essayer d'utiliser du coup OnkFuzz avec un dossier avec des inputs, des bons inputs du style flag A, B, C comme on a fait, un truc qui ressemble un peu plus avec des chiffres à la fin, et un autre avec quelques caractères qui ressemblent un peu. Ça avance bien, mais il galère. Il galère aussi. Donc le fait d'avoir une regex, c'est vraiment, on va dire, un point assez bloquant. Donc ça a trouvé des bugs dans l'engin de regex avant d'arriver à passer à la suite. Ouais. T'as des samples de run à montrer pour OnkFuzz pour montrer que ça avance? Ouais. Ou... Un peu, oui, carrément. J'ai l'impression d'être manager. Tu peux nous montrer qu'elle avance ta mission, s'il te plaît? Oui, ne vous inquiétez pas, ça avance. Le client a à peine paniqué, mais du coup, pour juin... Bah, alors, on peut utiliser le useless. Donc, le useless, c'est littéralement un dossier avec des inputs. Je peux vous en montrer un, par exemple. Genre full trash, ouais. Voilà, tu vois, c'est cool, tu vois. Il garde un peu le format, mais il fait un peu de la merde après. Donc, là, on a plus rien du tout. Là, on a littéralement tout perdu. Ah, on a un AG à la fin et au début. Bon, là, il est complètement parti. Ouais, du coup, c'est des corpus, mais pas encore raffinés du tout. C'est vraiment bruit de décoffrage. Exactement. Pas de critères pris en compte. Zoom. Donc, hop, parce que du coup, j'ai patché le truc pour qu'il puisse prendre des fichiers. Hop. Donc, on peut le lancer. Là, il n'y a pas de coverage, il n'y a rien du tout. Donc, on peut juste prier pour qu'un jour il réussisse à le trouver. Ok. C'est vraiment la commande line de base de OnkFuzz. Après, on peut soit utiliser du coup de l'instruction counting, donc il va aller compter toutes les instructions une par une, ou utiliser les branches. Voilà, ce qui peut être intéressant aussi. Donc si on utilise... Hop. J'ai oublié. Quand on aura le prochain qui run, il y a une question sympa qu'on j'avais déjà un peu couvert, parce que je viens de revenir dessus quand même. Dans le cas où on trouve un crash sur Golang, en termes de corruption mémoire, c'est quasi inexploitable, je suppose. Est-ce que vous avez envie de prendre la réponse avant que j'en tente une? Oui.
Ouais, la réponse simple, c'est que ouais, en Go, t'as pas grand chose, quoi. De toute façon, c'est comme en Rust aussi, hein. En Rust, quand on a des crashs, etc., la plupart du temps, ça va être des paniques, des trucs comme ça. Euh, mais euh, mais, mais tu n'auras pas de corruption de mémoire, bon, à moins que tu aies un truc dans du unsafe code ou dans de la FFI, dans du binding, etc. Et là, tu vas pouvoir manipuler, mais c'est tellement rare, tellement. Et, euh, et donc ça, t'en as de moins en moins. What? Tellement rare la FFI, tu trouves vraiment tout ce que tu veux en lib full implem Rust? Franchement, la FFI, t'en as un peu, mais pas tant que ça. Ok. Mais le truc, c'est surtout que c'est hyper rare que les mecs utilisent de l'unsafe. Juste pour dire j'utilise de l'unsafe. T'as des mecs qui font ça pour. Alors les mecs des fois se croient plus intelligents que le compiler et donc ils veulent absolument mettre de l'unsafe parce qu'ils disent non mais je vais faire cette petite astuce parce que tu comprends, je veux allouer un espace, etc. Et faire leur truc, voilà. Et après ils te mettent des beaux pavés de commentaires de 10 lignes pour dire ouais mais tu comprends j'ai fait ça parce que ça alors que leurs assumptions elles sont fausses mais bon t'inquiète ça va bien se passer. Donc ça t'en as. Mais après, ouais, du Rust FFI, si t'en as, alors t'en as beaucoup, typiquement, dès que tu vas aller taper sur du truc genre du kernel ou je sais pas, quand tu vas avoir des bindings sur des libs, ouais, c'est plus. Traitement d'image. Bah non, traitement d'image, les mecs réimplémentent tout en pur Rust. Hein, ah ouais. Parce qu'il y a quand même tellement de fils, de trucs, de techniques qui ont été gérés, préparés. Bah ouais, mais justement, en fait, c'est quand tu penses que Pylo se basait sur Imagic, que là, côté PHP, toutes les manipulations se basent sur Imagic, que côté Lua, t'en as pas mal aussi qui se basent dessus, que côté Ruby, on a eu les mêmes emmerdes parce que c'était reposé dessus. Eh ben en Rust, ils ont tout recodé. Okay. Mais parce que c'est tout l'intérêt du Rust en fait. C'est que oui, il faut tout avoir dans l'écosystème. En fait, si t'as bien un seul truc que tu dois coder en pur Rust, c'est tes parseurs. Oui, non mais on est bien d'accord sur le fond. Mais dans ce qu'on pourrait observer, je sais pas. Ouais, non, en vrai, les parseurs, non, t'en as beaucoup en Rust. Et c'est ça qui est cool, parce que faire du fuzzing de lib qui fait du parsing de file format, etc., c'est tranquille. Donc, ouais, non, ça c'est plutôt cool. Majoritairement ça. Après, ouais, forcément, t'as de plus en plus de FFI maintenant, parce que voilà, t'as des mecs qui vont coder en Go, et tu veux que du Rust parle à du Go, donc tu vas faire... nous, on en fait, par exemple, quand on fait du defuzzing entre une lib en Go et en Rust, la plupart du temps, on code le fuzzer en Rust et on va compiler une lib, la lib en Go en shared library et on va l'importer ou en archive et on l'importe dans le projet avec des FFI. Ah ouais. Donc, en fait, vous faites plus du fuzzing Rust en fait. Vous avez eu la flemme de faire tout. Ouais. Ah bah complètement. Okay. La flemme de faire autre chose que du Rust, c'est trop bien. Tout ton harness, tes boilerplate et tout, et que tu peux tout interfacer, ouais, clairement. Bah ouais, clairement. Ouais, encore plus parce que maintenant, même tu vois, alors nous on a beaucoup de bouts de code qu'on réutilise à droite à gauche. Maintenant, tu as libafl aussi qui existe, qui est vraiment vraiment bien. Donc c'est les mecs qui sont derrière AFL++, donc la version sous stéroïde de AFL. Les mecs, donc c'est notamment Dominique, qui d'autre, Andrea. Donc c'est les mecs qui font partie de la team AFL, mainteneur d'AFL. Ils ont fait libafl, donc lib en pur Rust pour framework de développement en Rust en fait. Et franchement, ça dépote. Bon, heureusement, ils se sont pas mal améliorés sur la doc. Il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, donc tu peux t'inspirer d'autres projets. Nous, on avait testé. C'était un peu rude. Ouais, on avait testé il y a 2-3 ans. Franchement, c'était là où je codais un fuzzer en 100 lignes, avec tous les imports, machin, la définition de structure, de classe, etc. Bref, tu avais un projet à beaucoup trop de lignes pour moi. Donc ouais, on préférait le faire en pur Rust. Mais ouais, maintenant, libafl, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc ouais, nous, on fait ça. Et donc ouais, sur la partie recherche de vuln, ouais, t'as pas mal de trucs qui font des FFI. On fait quand même du fuzzing sur des FFI parce que tu peux avoir des merdes. Je t'avoue que c'est quand même moins c'est plus rare. On va en avoir de plus en plus, notamment avec du Windows et le fait que maintenant tu vas aussi avoir du Rust dans le kernel Linux et tout ça, et qu'il y a de plus en plus de gens qui codent en Rust. Forcément, tu vas avoir de plus en plus de FFI. Mais franchement, je préfère du Rust avec du FFI que du C++. Oui, non mais oui, bien sûr, il n'y a pas de débat. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça en Rust s'il y avait des bindings fuzzer en pur Python? Vu que c'est juste le boot time, est-ce qu'il n'y aurait pas une vitesse gagnée pour la partie prototyping ou est-ce que ça a vraiment un avantage d'être fait en Rust sur ce côté-là?
Ça dépend. Ouais, tu vois, sur du Python, on n'abuse pas quand même. On va pas compiler en Cython pour après l'importer en Rust. On utilise Aterix directement. Ok, Et tu vois, ok. tu vois, le truc qu'on disait pour du Go, c'est que leur framework de fuzzing de Go, c'est pas le truc le plus extraordinaire du monde. Et qu'en fait, des fois, limite, et ça, c'est le cas pour pas mal de trucs, il faut limite mieux compiler ton binaire en mode black box et tu le fais tourner avec un AFL QEMU ou équivalent, tu vois, Complètement. ou libAFL QEMU ou libAFL Frida ou whatever. Et en fait, tu vas limite avoir, en termes des expeds et autres, justement, tu as pas mal de nouveaux faiseurs, notamment en black box, qui implémentent Attends, du snapshot fuzzing et tout ça. Donc, 2 petites secondes parce qu'on laisse Revco partir tout seul. ouais. Je pense que Il envoie, l'in7, il au envoie. lieu de tester la taille de tout ce qu'on va générer, on pourrait juste changer le plus du regex lin6 par un accolade ouvrante fermante et du 17. C'est vrai. Et remplace, ouais, supprime le plus. Ouais, pardon. Et il faut que tu vrai. mettes quand même des backslash devant celle-là, ouais. Devant celle-là, peut-être. Non. Ça, c'est pour dire qu'on en veut 17. Ah non, il les voulait pas. Quoi ? Les backslash, il les voulait pas. Double-le. Parce que là, t'es dans un... Ah, mais t'as les double ouais, côtes. effectivement. Va falloir les doubler des deux côtés. Ah, non, mais même là, on va effectivement. falloir le doubler, je voulais dire. Parce Là que là, t'as... Est-ce que ça marche ? Non, ça marche, non, c'est bon. C'est bon. Je pense, j'espère. Tu me diras, ça avait déjà l'air de marcher, hein. Ouais, ça Pour une marchait, raison c'est que pour ça. j'ignore. Bah, c'est juste que, en fait, c'est des doubles accolades que j'ai mis au début. Et c'est du Python, donc il pète un peu un câble, quoi. Comment ça, c'est des doubles accolades que t'as mis au début ? J'aurais pu faire ça. Des doubles côtes ? Des doubles côtes, pardon. My bad. Yep. Mieux. Tac, Enfin, tac, mieux. tac, tac, tac. Viable. Ouais. J'aurais pu mettre un fort du coup, mais c'est pas grave. Ok. On en génère plus, mais moi je vous parie quelques croquettes que ce sera buggé de la même raison. Parce qu'il ira pas plus loin avec ses corpus. Moi, je suis assez d'accord. Parce que je pense que le problème... En tout cas, on a montré l'usage de Xeger. Ça, c'est Ouais, génial. bah ouais, complètement. Mais ça, c'est pareil. Ça, il y a plein de petits outils comme ça où une fois que tu les as sur le Tu mets dans la côté, toolbox et tu les lâches plus, génération c'est de clair. corpus, etc., c'est nickel, quoi. C'est des trucs, c'est parfait dans ta toolbox, quoi. Et puis vraiment, souvent, tu prends un patch de vendor, tu prends le regex, tu fais la moulette dedans, tu refais tourner juste en loguant une fois que tu veux passer l'endroit, enfin, post-regex, et tu te rends compte que y a tout un monde de chevrons de côté de Braces qui souffre à toi, quoi. Du coup, avec Onkfuzz et du coup l'instruction counting, il a réussi à trouver 15 inputs qui peuvent être intéressants, qui sont dans du coup le dossier good input. Ok. Il y a un début. Encore un début. Un peu. Pas du tout. Ouais. Ça a pas l'air de trop bien marcher non plus. Du RIP. coup, ouais. Du coup, on peut retenter avec... Je pense honnêtement qu'on va pouvoir passer à la partie Rust parce que j'ai peu d'espoir Ouais, moi aussi. que ça le tombe. En tout cas, pas sans donner la puissance de calcul et le temps nécessaire. Mais ça montre que c'est juste adapté à certains cas et pas à tout. Et pas à d'autres, ouais. Ouais. Bah, là, encore une fois, comme j'ai dit, ça revient vraiment à faire du brute force, quoi. C'est... Parce que j'imagine que dans Regex, la match string, c'est pas de la comparaison non plus de caractères Ah oui, non, un par un, tu vois. clairement pas. Donc, c'était compile, qu'est-ce qu'on a? Max cap, cap name, En simplify, fait, le problème, c'est si... compile regex, ouais, c'est... Attends, il n'y a pas un monde où en fait, ta regex, là, ta match string, elle est constante, elle est en temps constant. Tu vois, un peu comme si quand tu fais du genre un hash de MD5, peut-être peu importe la data que tu vas mettre dedans, il va mettre le même temps et il va faire le même nombre de computation, etc. Bah Est-ce là, que c'est vu pas qu'on le n'a cas pas, de ça vu qu'on a une taille, non, j'ai un plus dans cette regex là. Donc en théorie, le temps de comparaison sera
proportionnel à la taille de l'input. Ok. Ouais, sauf que là, on a mis que des inputs pareils, mais je sais pas ce Ouais, qu'il en est même en train temps, de nous faire. mais le truc, c'est que là, le regex, il la passe. Il la passe, regarde le code. Ouais, Enfin, je pense qu'il la passe. c'est sûr qu'il la passe vu l'input qu'on lui donne. Il a déjà détecté le bloc après. Donc, pour moi, ce serait plutôt sur... Il essaye de brute forcer sans trop comprendre pourquoi est-ce que ça... Limite, ça s'est fait unroll le code à ce niveau-là et il sait pas ce qui fait atteindre plus de coverage ou pas. De toute façon, on sait qu'il allait plus loin vu qu'on a trigger le bug dans Content 14 Oui. la dernière fois. Oui, non, mais ça Donc, c'était... dans tous les cas, on l'avait déjà passé le match. Donc On là, peut le problème il essayer vient de là-dedans. Non, mais attends, descends. Ouais, d'accord, le panique il est là. Return. Attends, remonte. Il va jamais mettrait- trigger ton panique. Si. Ah si, il est censé. En fait, c'est. Si à la on le place, lance c'était un avec le bon return. flag... Bah non, regarde, Ouais. t'as... Ah oui, avec le bon flag, oui, dans ce cas-là. Parce que là, tu vas return avant, return true. C'est vrai qu'on Ok. pourrait faire des espèces de checkpoint en mettant un panique après Ouais. le premier basic block, après le deuxième, Ouais. après le troisième. On pourrait vraiment essayer de le guider à fond. Ok, bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais. Bah, du coup, vous voulez qu'on remette des petits paniques par-ci par-là? Non, moi je veux qu'on passe sur du Rust. Ouais, Allez, fonce. On a montré l'usage, on a montré que c'était pas adapté à tout. Ouais. yes. C'est la... Petit Ah, il y a des vidéo fois, de- ouais, c'est ça. Hein. Des fois, tu vois, quand le truc il avance pas plus, tu te dis, bon, bah écoute, putain, c'est quoi le truc Tu te fais menacer. Ouais, ça ressemble à une. Ah, j'ai topé un moustique tout à l'heure, mais un peu trop tard. Ah bah là, le gueule du truc, c'est pas un moustique, ça ressemble plus à une sorte de gros frelon, je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est chez moi. Est-ce que t'as essayé de le faiser? Non, mais vas-y, je vais me balancer un truc à la gueule. Donc, ouais, bah tu vois, dans ces cas-là, quand t'es bloqué, bah c'est là où si t'es en On black sort box, le bah, code tu et on fais lit du le code, reverse, hein. Si tu t'as le code, bah tu lis le code, hein. Tu fais un peu de travail manuel. Hein. Hmm. Ou tu demandes Par contre, il y a un truc qu'on n'a ChatGPT. pas essayé, c'est de regarder, enfin de voir comment lui dire, tiens, génère du fuzzing, mais qui a toujours cette partie constante. Comment imposer les contraintes avant de générer les inputs. Par exemple, c'est comme pour Oui. faire du packet, du structure aware fuzzing, des choses comme Exactement, bah, tu l'as dit, c'est du structure aware fuzzing. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses dans ce cas-là, c'est que tu lui forces. En gros, tu vas coder ton propre ça. Générateur. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, C'est facile à après- faire, ça se fait bien. Il y a des Ça drivers, dépend. Bah, regarde, la dernière fois, on l'a fait facilement avec Atheris. C'était simple parce qu'en fait, on avait notre data de bytes C'est et vrai. on faisait consume string. Et on lui filait des bytes et à partir de ça, il générait des strings. Donc, tu aurais très bien pu, là, dans ce cas-là, hardcoder le flag quelque chose. Oui, Ça mais aurait c'est posé facile. aucun On peut pas justifier une question en disant c'est facile en Python. tout est ok en Python. Non, mais après, en Go, tu vois, en Go, là, c'est la même. Littéralement, tu peux créer ton propre. Zoom un peu s'il te plaît, RF Go. Yes, j'essaie juste Sinon, de c'est- trouver le bon lien. Zoom un peu, sinon tu es tout seul dans ton monde, on peut même pas chercher avec toi. Pardon. Hop. Faut pas sous-estimer le viewer, la vieweuse qui regarde et qui dit ah il l'a passé, c'était là l'article. Sur son portable, en Ça zoome, tu peux 180p, zoomer. Attends, hein, ils sont smart, ils ont Revanced Manager et du coup ils ont un YouTube avec des patchs niveau Smiley, ils peuvent zoomer et tout. C'est incroyable. Franchement, vous avez parlé de moustiques, il y en a un qui a pop. Mais moi j'en ai pas parce que je me suis fait victimiser, c'est trop tard. Ah bah moi, c'est un frelon, j'ai pas envie de me faire victime, merci quoi. En parlant de générateur, il y a GoFuzz, du coup tout attaché. Pose pas de questions sur le naming des tools en Go, ils s'appellent tous GoFuzz. Ouais. Go, Regarde. insère l'action de ce que tu Regarde. souhaites faire. GoFuzz. Oui. Go Ah, tu veux dire que le fuzz. tool dit ah putain. Et le faiseur maintenant de Go, il s'appelle GoFuzz. Nice. Voilà. Et donc, Et il y a GoFuzz Go attaché, GoFuzz GoFuzz attaché, attaché. c'est une lib fait par Google pour justement. Alors, l'idée de départ, c'est quand tu as une structure en Go, tu vois, et ben, tu vas vouloir la remplir avec. Tu as un objet, tu veux le remplir avec de la random value, et ben en fait, tu utilises ça. Et donc là, dans ce cas-là, tu peux faire du structural fuzzing avec. Donc, tu aurais juste à créer ton objet
avec la tête que tu as envie qu'il ait, etc. Tes trucs en hard-codé si tu as besoin, et à partir de cet objet-là, tu lui dis de remplir le reste. Genre, ah ok, bah, je vais deux ou trois strings d'affilée. Donc là, dans ton cas, tu mettrais une première string, genre avec flag en hard-codé, après accolade ouvrante, après tu lui dis que tu veux générer une string, et après tu mets accolade fermante, et donc tu as ton objet. Après, tu as juste à créer la fonction de formatage du truc pour que tu concaténes tout, et après c'est parti. Donc ça va, ça se fait bien. Mais, très similaire à l'approche Burp Suite. Enfin, je sais pas qui est venu de premier des deux, mais sûrement la partie binaire. Ouais, Burp, la partie fuzzing de Burp, de mémoire, elle est assez récente. Hein. Après, Agary... La partie Intruder la partie Intruder améliorée, parce que de mémoire, l'Intruder, il y a 7-8 ans, c'était loin d'être le truc le plus... en tout cas, sur la partie fuzzing dans l'Intruder, ça marchait pas super bien de mémoire. Hein. Ok, ouais, je sais pas Agary dire. qui va plus savoir, mais... Yeah. Mais il me semblait que justement ils l'ont surtout amélioré là ces dernières années, l'intruder de Burp. Après, pour pouvoir te répondre sur la console dans la sécu depuis plus de 4-5 ans, je pense. Parce que moi, quand j'ai commencé, il était déjà décent. Ok. Ouais. On est des jeunes, désolé. Ça a garé le GOAT sur ça. C'est clairement agarré le GOAT. J'ai mis le lien, du coup, si quelqu'un pense en avoir besoin un jour. Au moins, c'est là. Ça marche plutôt bien. Faut juste faire gaffe à ce que ça remplisse pas des champs de nil, parce que du coup ça fait que tu peux avoir des faux positifs. Genre c'est un comportement par défaut de pas de mettre nil un champ qui a pas été... Ouais, et du coup il y a un point nil chance 0 qui permet justement de lui dire ça, c'est je ne veux pas en avoir. Quand tu fais du fuzzing de Go, notamment sur je sais pas moi, t'as un objet, cet objet-là il a un parse byte, mais il faut d'abord que l'objet soit initialisé. Le truc à faire gaffe dans les harness, c'est toujours si jamais ton objet il a une fonction new, tu l'utilises, il n'y a pas de débat en fait. Juste tu l'utilises comme il faut, tu regardes les tests unitaires ou tu regardes comment c'est utilisé dans la librairie, mais tu fais un new comme ça, tu n'essayes pas de la faire à l'arrache en mode tu t'instanties une structure vide de type, un objet vide de ce type-là, et après tu essaies de le remplir. Parce que ouais, à tous les coups, après tu vas faire ton bug report et tu vas dire ouais, bah, j'ai un nul pointeur des refs, mais en fait c'est un cas qui arrive jamais, parce que si tu crées l'objet valide, de manière valide, t'as pas le nul pointeur. Donc ça c'est les basiques de Go. Works. Mais du coup, par exemple, dans le cas où on est toujours sur la partie Rust, par exemple, pour votre harness, plus un FFI, plus vouloir faire du structural fuzzing, tu peux te débrouiller pour demander au programme que tu veux faisais d'être invoqué pour générer des structures, l'équivalent du new mais en remote. Bah dans ce cas-là, nous on fait le structural fuzzing côté Rust. Ok, ouais. Tu réimplémentes les structures et tu... bah ouais. Ok. Alors, je sais pas, s'il y a moyen de faire un bon pop-up, t'as quand même gagné 10 minutes. C'est vrai. Au prix de quelques bugs et du vitesse Après, d'exécution. Il y a toujours après, tu vois, ça c'est quand on commence à faire des FFA et tout ça, c'est vraiment qu'on veut gagner en exec speed. La technique du pauvre, c'est toujours la même. Hein. C'est d'un côté, on fait le fuzzing sur le côté Rust. Et après, quand on veut faire le fuzzing côté Go, juste on copie le corpus et on le fout de l'autre côté. Et on a un diff fuzzing du pauvre, quoi. Donc, Tout. Oui, ça marche.